Là, c'est parti. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous voulez bien, on va pouvoir commencer. Donc là, on a le plaisir d'accueillir ce soir de nouveaux conseillers départementaux qui vous adresseront un petit mot en fin de séance, hein, Madame Polizzi Martine et Monsieur Prassel Léo, qui viennent d'intégrer le conseil départemental. Bienvenue à eux. Donc là, si vous le voulez bien, on va faire l'appel. Urgé Alain. Présent. Moineau Séverine. Présente. Mazega Daniel. Présent. Maki Delphine. Présente. Martin Daniel. Présente. Berega Afida. Présente. Pardon. Marazzato Sophie. Présente. Spadon Jean-Pierre. Procuration. Sor Corinne. Présente. Madonna Myriam. Présente. Foxu Etem. Présent. Lang Jean-Jacques. Miu Daniel. Olofsson Nina. Présente. Nejli David. Grisé Hélène. Présente. Barreau Lucas. Procuration. Reto Mathieu. Présent. Luc Caroline. Présente. Cherfaoui Sarah. Chitry Claire Marie-Claude. Présente. Garnier Emmanuel. Pouvoir. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir travailler. Nomination du secrétaire de séance, est-ce qu'il y a un volontaire? Il y a une suite, non? La dernière fois. C'était Jean-Pierre la dernière fois. Et maintenant, c'est qui? Un volontaire. Ouais, Ben voilà. volontaire. Agnès Mazega est nommé secrétaire. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur le compte-rendu du précédent conseil? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et là, on va passer à l'ordre du jour. Donc notre première délibération, c'est la solidarité avec la population de Mayotte. Vous savez qu'il y a eu un gros appel aux dons qui a été fait notamment aussi par l'AMF. Donc compte tenu de la situation très particulière que vivent à l'heure actuelle nos concitoyens de Mayotte, il nous est proposé de leur apporter notre aide à titre de subvention. Donc il vous est proposé une subvention de 1 000 €, mais elle a été mise en rouge parce qu'on peut parfaitement l'adapter si la majorité du conseil municipal souhaite abonder un petit peu plus que les 1 000 € que nous avons marqués. Donc est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient prendre la parole ou éventuellement évoquer un autre montant? Vous n'envisagiez pas de passer par la plateforme mise en place par l'État? Là, pour le moment, ce qui nous a été... Nous, on a mis la Croix-Rouge à Paris. Si y a d'autres... Que l'État a mis en place un fonds de concours, mais spécifique pour ça. Donc, Je le sais. pas si... Après, est-ce qu'ils vont les donner à Mayotte? Ben, je pense qu'ils les donneront à Mayotte, mais l'État, vu comme il répartit les fonds, j'ai peur qu'on n'ait pas du tout les mêmes opinions là-dessus. Est-ce qu'on a confiance en l'État ou pas? Il y a un courrier du préfet à ce sujet. Oui, il y a eu un courrier du préfet, on a eu un courrier de l'AMF en fin d'année qui nous incitait à abonder l'aide au niveau des dégâts qu'il y avait à Mayotte. On aurait bien été faire un tour pour leur donner un coup de main, mais ça commence à faire un peu loin. Donc est-ce que quelqu'un souhaite qu'on mette un petit peu plus sur Mayotte? Non, ça paraît correct? Parfait. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver ce soutien à la population de Mayotte, de m'habiliter à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 2, convention unique intercommunale de gestion en flux des réservations de logements sociaux au titre des collectivités territoriales. La commune a été rappelée à l'ordre
par territoire d'habitat parce qu'on n'avait pas signé une convention qui portait sur la gestion en flux des réservations de logements sociaux au titre des collectivités territoriales. En fait, les bailleurs sociaux octroient des logements, voilà, des logements réservés aux communes qui ont aidé à la construction, au financement ou à la construction des projets immobiliers. Et SER avait des logements réservés, donc un chez Neolia, c'est ça? Deux chez Neolia et un chez Territoire d'Habitat. Ce qui fait que quand ces logements étaient vacants, la mairie pouvait proposer des locataires. Donc là, il y a eu une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler pour les bailleurs sociaux, qui fait que le nombre de logements, enfin, c'est un taux, ça devient un taux, donc il n'y a plus un logement défini, c'est par rapport à tous les logements, et on a un pourcentage de logements qui nous sont attribués, qui nous sont réservés. Donc pour territoire d'habitat, on a 0,07 logements réservés. En fait, c'est un calcul, le nombre de logements qui nous étaient attribués divisé par le nombre de logements qu'ils ont. Donc 0,07 chez territoire d'habitat et 0,19 chez Néolien. Donc on n'a pas trop le choix de signer la convention. En fait, ça ne change rien puisque ils nous disent que la voix du maire est toujours prépondérante dans le choix des locataires. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que vous avez passé la même chose sur le Cranche. C'est ni plus ni moins qu'une modification de la répartition, c'est-à-dire qu'on n'a plus un logement attribué qui se vide et sur lequel on pourrait avoir quelque chose à dire. On a notre mot à dire sur la totalité des logements. Voilà. Sous réserve qu'ils veuillent bien prendre en compte nos remarques. On fonctionnait déjà comme ça, en tout cas avec Territoire Habitat, parce que depuis toujours, Territoire Habitat nous invitait aux conventions, enfin aux commissions d'attribution et demandait systématiquement l'avis à la commune. Donc, ça change rien vis-à-vis de Territoire Habitat. Et puis avec Neolia, on n'avait pas de contact particulier. Maintenant, vous en aurez. Je suis pas sûre. Pas sûr, on verra. On verra. Il n'y a pas beaucoup de turnover sur les logements sociaux sur SR, non. Il n'y en a pas énormément. C'est plutôt une commune résidentielle, donc on n'a pas de politique là-dessus. Donc il vous est demandé d'approuver les conventions telles que présentées en annexe et d'autoriser le maire à les signer. Qui est pour? Ah oui, qui est contre, pardon. Qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Donc délibération numéro 3, c'est une convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme CE Acté. Donc c'est un programme qui a été mis en place par la Caisse des dépôts, qui utilise les certificats d'économie d'énergie pour accorder des subventions aux communes dans le cadre de la rénovation énergétique. Donc ils ne le font que dans le cadre des études thermiques. C'est tout ce qu'ils prennent en charge. Donc le programme Acté permet de cofinancer l'accompagnement et la maîtrise d'œuvre pour la rénovation des bâtiments publics des collectivités via des appels à projets ouverts favorisant le recours à des solutions mutualisées intégrant l'efficacité énergétique et s'inscrivant dans le long terme. Donc la commune d'Essert a donc déposé candidature à la saison 4 du Fonds Chêne pour les études énergétiques dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire Cousteau. Le projet est donc éligible à ce programme Acté. Et donc il s'agit de signer la convention de partenariat validant l'attribution de la subvention par le programme Acté. Donc la subvention, les études énergétiques, elles représentent quand même 53 000 € pour la totalité des bâtiments. L'aide sollicitée hors taxe 42 400 € et les travaux sont censés se dérouler entre le 2/05/2024 et le 30/09/2026. Donc c'est ni plus ni moins qu'un fonds de concours qui a été mis, mais qui est une subvention accordée par une banque. Par l'ADEME, et puis il y a des... Non, c'est le SASU, l'ADEME, je crois qu'on n'avait rien eu, on a vu la... Non, pas encore l'ADEME. Là pour le moment, on n'est que sur les études. Hein. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention telle que présentée en annexe et de m'autoriser à la signer.
Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, il n'y a pas plus de contraintes que ça, si ce n'est que l'étude thermique sera prise en grande partie en charge dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Détermination du nombre de postes d'adjoints. Donc là, la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal. Le conseil municipal détermine librement dans la limite de 30%. Le maximum pour nous, c'est 6 adjoints. Donc suite à la démission de M. Lang du poste de 5e adjoint, il vous est proposé jusqu'au terme du mandat de rester au nombre de 5 adjoints. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on a reçu effectivement la démission officielle de Jean-Jacques Lang pour le 15, il a envoyé ça fin décembre et on a reçu ça, l'accord de la préfecture pour le 15 janvier. D'autres questions sur les nominations? Donc il est demandé au conseil municipal de décider la détermination à 5 postes le nombre d'adjoints au maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc bien sûr, on a dans la délibération numéro 6 la mise à jour du tableau du conseil municipal avec la référence des 5 adjoints plus le maire et des 6 conseillers délégués. Donc on retrouve M. Burger, premier adjoint, Mme Moineau, deuxième adjointe, M. Mazega, troisième, Mme Maki, quatrième, et Mme Martin qui passe 5e adjoint en lieu et place de M. Lang. Mme Berregade, Mme Marazzato, M. Spadon, Mme Saur, Mme Madonna et M. Coxu restent conseillers municipaux délégués dans la commune. Et les autres conseillers délégués. M. Lang reste conseiller délégué, il n'a pas démissionné du conseil, donc il est systématiquement informé de la tenue des conseils et de la tenue des délibérations. Il reste conseiller municipal, oui. Non, conseiller municipal, pardon. Donc M. Miou, Mme Olofsson, M. Nejli, Mme Griset, M. Barrault, M. Reto, Mme Leuc, Mme Cherfaoui, Mme Chitricler et Mme Garnier. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau tableau du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. L'indemnité des élus. Donc bien sûr, l'Assemblée délibérante, elle est tenue de fixer l'indemnité des élus. Elle est proportionnelle au nombre d'adjoints. Donc là, au niveau de la commune, le maximum qu'on pourrait retenir pour la commune, c'est 84 000 € avec les 6 adjoints. Il a été déjà décidé depuis longtemps d'avoir une diminution des indemnités des adjoints de façon à rémunérer les conseillers délégués. Donc le maire sera à 37,30% au lieu de 51,60. Les adjoints sont à 15,44 au lieu de 19,80. Et chaque conseiller délégué est rémunéré au taux de 6% du montant maximum. L'enveloppe annuelle maximum est de 74 285,34 € et l'indemnité brute telle qu'elle sera versée est à 74 236,01 €. Il nous reste un montant encore disponible de 49,33 €. C'est vous dire qu'il n'y aura pas de modification dans les conseillers délégués à venir. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il est demandé au conseil municipal de fixer l'indemnité du maire à 37,30 de l'indice terminal de l'échelle de la rémunération de la fonction publique, de maintenir l'indemnité des 5 adjoints à 15,44 de l'indice terminal, de fixer l'indemnité des 6 conseillers délégués à 6% de l'indice terminal, et dire que le total des indemnités est inférieur à l'enveloppe globale maximale. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement intérieur du multi-accueil. Alors, oui, il est demandé par le service de la PMI du département de reprendre le règlement intérieur. En effet, il n'a pas été mis à jour depuis 2020. Donc, il est demandé de mettre à jour les dispositions en matière d'accueil. Et puis, on en a profité pour mettre à jour aussi d'autres points, notamment la constitution de l'équipe éducative, la dynamique de partenariat, la mise à jour du médecin de crèche travaillant avec nous, et puis aussi les modalités d'accueil. En effet, on a mis en place une commission d'attribution et donc il y a un dossier de préinscription à compléter et à retourner au service du multi-accueil quand on fait une demande d'accueil pour son enfant.
Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur annexé à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions avant? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci. Donc vous avez bien compris que le règlement intérieur a été fait par la directrice du centre de loisirs. Si vous avez eu l'occasion de le lire, il est assez précis dans le but et dans la façon dont elle compte procéder au niveau du fonctionnement du multi-accueil. J'aurais souhaité à titre personnel avoir quelque chose qui soit des fois un peu plus condensé. Elle a souhaité que la PMI retrouve dans ses considérations la totalité des éléments qui avaient été demandés. Séverine? Oui. Alors, délibération numéro 8, création de poste. Afin de permettre des avancements de grade, il est nécessaire de prévoir la création de 2 nouveaux emplois. Donc, un emploi permanent assurant la direction de la médiathèque à temps complet pour l'exercice des fonctions de direction, d'animation, de gestion et de suivi de cet équipement à compter du 1er février 2025. Et la création d'un emploi permanent assurant l'accueil, la surveillance, la sécurité et le bien-être des enfants au multi-accueil à temps complet pour l'exercice de ces fonctions, également à compter du 1er février 2025. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à créer les emplois tels que décrits dans le tableau présenté. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc, délibération numéro 9, suppression de postes. Donc, comme on vient de créer des postes qui seront pourvus au 1er février suite à des évolutions de carrière, il est l'usage de fermer les postes, qui vont être quittés. Donc, il est proposé de supprimer un poste d'adjoint technique principal de 2e classe, un poste d'adjoint technique principal un deuxième poste d'adjoint technique de 2e classe, donc le premier à 28 heures, le deuxième à 30 heures, et le poste d'adjoint du patrimoine à 35 heures. Est-ce que vous avez des questions? C'est simplement une mise à jour du tableau des effectifs. On a eu 4 promotions, on avait besoin de créer 2 postes et il y en a 3 qui sont supprimés. Donc il est demandé au conseil municipal, pas d'adopter monsieur le maire, mais d'autoriser monsieur le maire à supprimer les postes tels que décrits dans le tableau ci-dessus et de modifier le tableau des emplois et des effectifs. Bon, merci. Des questions? Non? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 10, Alain. Donc la délibération 10 concerne la rénovation de l'éclairage, dernière phase. Donc initialement, cette 4e phase n'était pas prévue, mais le Grand Belfort, j'avais déjà parlé de ça lors de nos vœux. Le Grand Belfort nous a récemment informé que l'éclairage public de la rue du Port et de la rue des Carrières était désormais à notre charge, suite à une modification du périmètre de la ZAC du Port. Jusqu'à présent, ces 2 voies étaient jusqu'à présent considérées comme des voies d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, elles ne sont plus. Elles ne sont plus. Les voies, ils sont toujours, puisqu'ils sont responsables de la route, mais les éclairages publics n'y sont plus. En fait, il y a 2 ans à peu près, ils nous ont envoyé un document où c'était un projet. Et le projet n'ont jamais transformé en réalité, sauf que là, ils viennent de nous informer que c'est comme ça. Et il n'y a pas moyen de négocier avec eux, parce que c'est quand même un peu bizarre qu'ils gardent la route, c'est pas l'éclairage public. Et nous, on a la gestion des armoires ou c'est... Là, justement, donc, dans ce qui va suivre, donc on va récupérer l'armoire aussi. Parce que là, pour le moment, ils l'ont toujours. C'est eux qui... Et c'est le matériel dans quel état?
Le matériel, donc il y a déjà le compteur Linky dedans, il y a juste la mise à jour à faire, la mise à niveau à faire avec l'horloge. Il n'y a pas d'horloge. Est-ce que c'est peut-être à eux de le faire avant Ça, c'est eux qui vont le faire. D'accord, avant Voilà. de céder le matériel. Et eux, la partie qui est dans la rue, au niveau des industries, cette partie-là restera au Grand Belfort. Donc en réalité, Parce que grosso modo, ils nous filent un matériel obsolète qu'on remet à jour, et puis Voilà, c'est ça. c'est ça. ils pourraient quand même le mettre à jour et après qu'on le reprenne. C'est pas ce qui était. C'est pas ce qu'ils Visiblement, envisageaient. la cession du matériel est intervenue déjà depuis un certain temps, donc ils nous ont fait savoir que ça nous appartenait. Donc on n'a pas le choix, même si on n'est pas d'accord. Je pense que ce sera pareil chez vous. Donc la J'ai zone essayé de communautaire, négocier. voilà. La zone communautaire, en réalité, elle englobe la petite zone industrielle, plus les bâtiments, plus les polygones qui étaient mis. Non, les polygones sont même plus. Pour le moment, ils sont encore intégrés dans le schéma, mais ils sont plus dedans puisqu'on les a sortis de la zone économique. Ils ont été sortis de la zone économique. Et donc eux, ils ont défini le seul éclairage qui reste en leur propriété, c'est l'éclairage de l'intérieur de la zone industrielle, donc les 5 points lumineux. Sur 17. Et bien là, de toutes les façons, nous, on n'a que la rue du Port, parce que déjà tout le lotissement était déjà communal. Donc on a en tout, je crois, 12 points d'éclairage. On récupère, en fait, avec la rue des Carrières et la rue du Port, on récupère 17 points lumineux. Et qui ne sont pas en LED Qui sont pas en LED, non. C'est bien pour ça qu'on pensait avoir terminé la campagne d'éclairage public et que le fait d'avoir des éclairages qui soient tombés en panne et d'avoir demandé la réparation, c'est là qu'ils nous ont signalé que c'était plus à eux, que c'était à nous. Ils pourraient pas venir mettre à jour avant de céder. Ils pourraient. Mais si vous y arrivez quand ce sera votre tour, vous nous préviendrez. Oui, je pense qu'on va un peu rouler dans les bras. Faudra peut-être vous en inquiéter. Ouais. Oui, j'en ai parlé au maire de Cravanche, parce que j'ai été surpris quand au vœu, là, d'entendre ça. Et ça me choque quand même. Parce qu'en fait, on a été mis devant le fait accompli. Il y a 2 ans, ils ont envoyé un document de travail où ils nous ont demandé juste la définition de la zone. Ils ont fait un relevé de leurs points lumineux. On a tous les documents. Ils ont fait un relevé des points lumineux qui leur appartenaient. Et là, je viens d'apprendre il y a 3 semaines, que c'est à nous maintenant c'est à nous. Il y a eu un peu d'échange et je pense que tout le monde le n'était pas document d'accord. là qu'ils vous ont présenté, c'était un document spécifique SR. Là, c'était marqué SR. Ouais, d'accord. Ouais. Mais le document spécifique, c'est passé au Grand Belfort, on a eu la totalité de la détermination des zones d'intérêt économique. Donc je pense que nous trouvons les travaux de la même façon. Et donc ça a été validé en conseil communautaire. Le conseil communautaire, on a eu le descriptif des zones, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu passer le document qui disait que l'éclairage public devenait communal alors que les voies restaient d'intérêt communautaire. Parce que sur le dernier papier qu'on a reçu, on a la voie d'intérêt communautaire qui mène jusqu'à la petite zone industrielle. Voilà, mais ils ont sorti toute la partie éclairage. Rien d'autre. Après, savoir si pour le montant des travaux que ça va représenter sur SR, vous allez se battre avec Belfort, on verra. Ils nous accorderont une subvention supplémentaire. Parce que quand on cède du matériel, il faut céder du matériel en bon état, quoi. Ah mais il marche, hein. Non, mais en bon état, parce qu'il a quel âge? Après, il ne marchait pas parce que devant chez Marie-Claude, c'était éteint depuis 7-8 mois. Il y avait 2 lampadaires, enfin il y en a 4 dans la rue qui étaient éteints. Et ils n'ont toujours pas réparé la zone industrielle qui n'est pas éclairée la nuit. Et la zone industrielle n'est plus éclairée depuis les émeutes, il y a 2 ans. Ils ont tous Donc on ne stoppé. fait pas partie des priorités. Et apparemment, il n'y a même plus de câbles. Donc ils n'ont même pas fait la liaison, donc ils n'ont même pas prévu de rallumer. Donc la commune souhaite donc poursuivre la rénovation de l'éclairage public en procédant donc au remplacement des lampes sodium par des lampes LED, donc dans le même style qu'on a déjà, en type Linky en 36 watts, 2700K et pas 3000K. Voilà. La rénovation de cette tranche porte sur un ensemble géographique correspondant donc à la rue des Carrières et à la rue du Port, soit 17 luminaires. Une subvention est sollicitée auprès de l'État dans le cadre de la DETR, s'il et le fonds OU et fonds vert
mais également auprès de territoires d'énergie 90 et au certificat d'économie d'énergie. L'estimation globale de l'opération s'élève donc à 6 881,50 €, soit 8 257,80 € TTC. Est-ce qu'on ne peut pas demander à Grand Belfort qui finance le reste? On peut toujours discuter. On pourra. Je pense qu'il faudrait quand même. Enfin, moi, je suis un peu choqué de ce. De la façon de procéder. C'est un petit peu cavalier, c'est le groupe qui décide. Oui. Non, mais d'accord, mais au bout d'un moment, il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Ouais. Surtout de la façon dont c'est fait, quoi, en plus. On vous tient au courant. Donc au niveau du plan de financement prévisionnel de l'opération, au niveau fonds vert ou la DETR UTSID, c'est 2064,45 €, territoire d'énergie 481,70 €, donc en fonds propres 4335,35 €, soit un total de 6881,50 €. Donc il est donc demandé au conseil municipal d'adopter l'opération de rénovation d'éclairage public de modalité de financement, d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération et d'autoriser le maire à solliciter les subventions et à signer les documents relatifs à cette opération. Si on adopte la délibération, on ne peut pas redemander après à Belfort de participer. On va peut-être ajouter quelque chose dans la délibération pour qu'on sollicite. On mettra dans la délibération une demande de subvention exceptionnelle sera demandée à Belfort pour la mise aux normes de l'éclairage. Qu'on récupère du matériel. Après les travaux, à la limite, qui est contre, qui s'abstient, une abstention, deux abstentions. Adopté à la majorité. Les délibérations suivantes concernent l'aménagement de sécurité de l'avenue de Lac de Tassigny. Donc, je vous rappelle que nous avons déjà délibéré sur cet aménagement l'année dernière, mais nous avions donc préféré décaler les travaux d'1 an en raison d'un complément d'études nécessaire afin de tenir compte des différentes remarques que nous avions eues, des remontées qui nous ont été faites lors de diverses rencontres. Les travaux projetés prévoient l'aménagement d'un dispositif de sécurité de type plateau et de la requalification du giratoire avec création d'un plateau ralentisseur en raison de la vitesse excessive dans cette rue à forte circulation et par son profil particulier. Il y a à peu près 4600, 5000 voitures à peu près. L'estimation globale de l'opération s'élève à 140 199 € TTC. Ah non, j'ai 104, j'ai des mauvais chiffres. 193 855 € hors taxe, soit 232 626 TTC. Les crédits nécessaires au financement de l'opération seront inscrits au budget primitif 2025. C'est quoi le carrefour à feu? Donc là, justement, on va présenter, parce que la BEJ, le cabinet d'études, nous avait au départ proposé juste un plateau avec une écluse. On a refait faire une étude avec trois possibilités, notamment 2 qui reprennent la modification du rond-point sur la partie basse pour en assurer une meilleure sécurité. Donc la demande de subvention qui a été intégrée à la délibération pour le moment, c'est la solution qui était la plus onéreuse. Donc on va vous présenter les 3 solutions. La discussion peut intervenir maintenant ou ultérieurement au conseil municipal avant l'élaboration du budget. Mais ça nous permettra à nous, au pire, si on fait un peu moins, on signalera qu'on prend une solution un peu moins onéreuse que celle qui était prévue. Et même dans le cadre de cette requalification, tu peux parler de Madame Strabal du conseil départemental qui est passé nous voir et qui ont l'intention de refaire l'enrobé. L'enrobé sera refait entre l'antenne qui a été installée et jusqu'à l'église. C'est un projet? Non, c'est travaux 2025. 2025. Voilà. Et nous, on aura. Et l'année prochaine, ils feront la rue depuis le plateau devant
Mouvement mort, Ouais, ouais. jusqu'à... Et nous, on aura à toucher au trottoir on aura à toucher au trottoir ou... Pratiquement pas, non, parce qu'il racle là où c'est, enfin, il rabote là où c'est nécessaire. Pas au niveau du département, mais au niveau des propositions qui sont Dans les projets qu'on va vous présenter. Ça, c'est l'état actuel de la rue. Ici, là, c'est le cabinet BEJ qui nous a présenté ça. Là, vous avez la totalité des réseaux qui passent sur le secteur. Vous voyez qu'on a quand même des réseaux qui sont relativement importants. Ça, c'est la rue. Ça, c'est la rue à l'état actuel. Donc, ensuite, Avec le rond-point. tel qu'il est conçu. Voilà. La première proposition De l'année dernière, donc c'était un plateau avec une chicane, d'abord une chicane quand on vient tout de suite après le rond-point, une chicane en entrée de commune, suivi d'un plateau une centaine de mètres après, donc juste en début de descente. sur la bosse. Donc ça c'était le premier projet. Là on avait un plateau de 10 mètres à peu près, avec une chaussée qui faisait 6 mètres de large. La chicane en bas, c'est une chicane qu'on retrouve actuellement, ça se développe un peu partout dans les environs. Ça laisse le passage, c'est étudié pour laisser les passages tout type de véhicules. Ensuite, on a fait refaire donc une nouvelle étude auprès de BEJ, donc c'est BEJ. Donc là, cette solution-là, on conserve toujours le plateau au-dessus. Par contre, au niveau du rond-point en bas, on décale l'anneau central, on le décale davantage sur la côté rue Vinet. Et on reprend à l'intérieur, sur le côté gauche, sur votre côté gauche, là, la partie en bleu, c'est l'ancienne configuration de la route et on décale la circulation pour obliger les gens à ralentir pour prendre le rond-point. Aujourd'hui, les gens qui descendent de là depuis le village, ils n'ont pas besoin de freiner, ils passent courant. C'est une bonne accélération. Hein. Donc là, ça les oblige à freiner, ainsi que les gens qui viennent depuis Baviers, pareil, ils sont obligés de freiner pour pouvoir... l'entrée de la rue Vinet sera reconfigurée et l'entrée de la rue de Tassigny, le trottoir sera élargi côté droit, côté maison. Et voilà, là, cette partie-là, donc aujourd'hui, on est dans une configuration beaucoup plus large. Après, ceux qui viennent du centre des Serres, ils n'ont pas beaucoup de ralentissement. Ouais. Voilà. Ceux qui viennent du centre des Serres, de toutes les façons, hein, le seul avantage par rapport à eux ici où ils ne regardent que la route, c'est qu'ils sont obligés de se dévier sur la partie gauche. Ils ne pourront pas faire autrement avec le trottoir qui est ici. Donc, ils sont obligés de se dévier pour repartir ici. Alors c'est pas peut-être la solution la plus sécuritaire, mais c'est déjà une deuxième solution de ralentissement. Voilà. On va essayer d'avoir une protection. Et vous voyez qu'ici, au niveau du rond-point, le rond-point qui est relativement volumineux, il est diminué en termes de superficie, mais par contre, il est déplacé sur le secteur de la rue Vinet. Il y a des sens sur ce secteur ici. Donc on va dévier la circulation comme ça. Celui-là, ils vont être obligés de dévier ici pour pouvoir reprendre ce secteur-là. Donc c'est la deuxième proposition qui a été faite. La troisième. Ensuite, la troisième, donc toujours le plateau au-dessus. Par contre, en bas, on a un carrefour à feu. Avec un détecteur, donc c'est le feu est toujours au rouge sur la départementale et vert sur la rue Vinet. Voilà. Et si les voitures arrivent depuis la ville, enfin sur la RD à moins de 60 km/h, ça passe au vert, sinon ça reste au rouge. Ma babille de l'autre côté. Oui, Baviers de l'autre côté. Descendant de la rue Vinet aussi. Ils ont arrêté de passer. Il est toujours ouvert. Donc voilà la solution. Donc ça c'est la troisième solution. Donc là, les voies sont rétrécies aussi. On conserve à peu près le même schéma que dans le partie 2 au niveau de
au niveau de la configuration de la route. Simplement, il y aura des feux. Avec un plateau, la partie en orange, c'est un plateau sur une route. Ah oui. Donc là, quelle que soit la solution, vous remarquez qu'on a un rétrécissement systématique des voies d'entrée ici. Hein. Ici, on a un tourne à droite qui est relativement facile. Là, on aura une accentuation du tourne à droite. Ici, on va se retrouver avec un plateau, une bordure qui va être effectuée pour dévier un petit peu la circulation. On se retrouve avec des voies de circulation, un carrefour qui est beaucoup moins volumineux que celui qu'on a maintenant. Et qu'est-ce qui se passe s'il y en a qui grillent le feu en descendant de la Détassini direction Baville? S'il grille le feu, Est-ce qu'il y a un radar? Est-ce qu'il y a un truc qui est prévu pour que justement... Pour l'instant, il n'y a pas, à ce stade-là, il n'y a pas de radar de prévu. Parce que dans Belfort, ils en ont mis un peu partout des radars. Voilà, c'est les radars, fameux radars ETU, on en a ici à SR. C'est le même principe, hein, c'est des radars, il y en a un sur le boulevard qui prend le feu vers... voilà. le seul problème pour le moment avec les ETU, c'est qu'ils ne prennent, si j'ai bien compris leur fonctionnement, ils ne prennent qu'une infraction. Donc ils sont réglés soit pour prendre les feux, soit pour prendre la vitesse. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Donc ils ne font pas les deux en même temps. Parce qu'ils sont en phase test pour le reste. Mais ce serait minimum dans toute la rue, au moins à partir d'un certain moment, ils ont... De toute façon, dans tous les cas, l'entrée d'agglomération sera déplacée. Donc l'entrée d'agglomération sera déplacée au niveau du pont, quand on vient de Bavilliers. Parce qu'aujourd'hui, l'entrée d'agglomération au niveau du feu, là. C'est carrément dans le carrefour. Mais est-ce qu'il y a une zone à 30 qui est prévue justement à l'endroit du carrefour, un peu en amont, tout reste à 50 en fait? Là, il n'y a pas de zone 50. Il n'y a pas de zone plateau, normalement, il y a une zone 30. Oui, il y aura une zone 30 sur le plateau. Mais la zone 30, elle ne sera pas répercutée jusqu'à l'extrémité du village. On aura la zone 30, le ralentissement juste sur le plateau. Et ce qui intéresse les gens du secteur, c'est effectivement d'avoir des voitures qui ralentissent et d'avoir un passage routier qui soit protégé. Donc la zone 30 sera uniquement sur le plateau qui est prévu au-dessus. Du moins, c'est ce qui nous a été proposé par BEJ. On peut revoir le premier projet à Chicane? Ah mais là, de toutes les façons, là, ce soir, on vous présente la totalité, je vous enverrai le PowerPoint de telle façon à ce que vous puissiez y réfléchir. Et puis là, on fera, je pense, une petite réunion un peu plus tard au niveau conseil municipal en entier pour décider, parce que c'est quand même une réalisation relativement importante par rapport au routier. Est-ce qu'ils ont proposé des options sur les systèmes de feu, c'est-à-dire par exemple avec une boucle pour les gens qui descendent de la Louvinaise et qui fait que... C'est prévu ça. Ça déclenche. Donc le feu, il reste au vert. Il reste au vert sur la rue Vinet, il reste au rouge sur la départementale. Voilà. Et la départementale ne se met au vert qu'à partir du moment où les gens sont à 50. Donc ça veut dire qu'il faut que ça déclenche suffisamment. C'est un feu récompense alors. C'est ça, en gros. 50 ou 30? Non, c'est 50. 50. C'est encore 50. Oui. 30, on sait pertinemment que plus on met une distance longue sur les 30 km/h, moins c'est respecté. Oui, sauf que s'il y a un feu qui... Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette un radar avant. Par contre, le coût d'entretien des feux est-ce qu'il est pris en compte aussi? Parce que ça, c'est la charge de la commune, ça. Il n'est pas pris en compte là. Non, il n'est pas pris en compte. Donc la gestion, on sait combien ça coûte, hein, une gestion de carrefour comme ça, en termes de fonctionnement par an? J'ai aucune idée. Ça serait bien de s'en inquiéter. Oui. Je pense. À Bavilliers, ils enlèvent les mosquées. À Bavilliers, ils font exactement l'inverse. Le rond-point devant ils mettent un rond-point devant. Parce qu'à Bavilliers, le feu récompense, il est pas récompensé du tout. Ils mettent un rond-point, les travaux vont commencer dans. Le feu à Bavilliers, là où il y a les bus qui se. Oui. Là, avant, il était récompense, c'est-à-dire que si on passait trop vite, il passait au rouge. Par contre, maintenant, c'est uniquement si le bus avance, le feu se met au rouge. Mais là, il y a le feu récompense. Apparemment, c'est une panne. Comment? Apparemment, ce serait une panne. Ça fait quelques semaines qu'il y a. Mais il y a eu de la jurisprudence sur les feux récompenses. Je ne sais pas si c'est encore bien autorisé ou si c'est validé ou pas. Oui, parce qu'Argiésan, il a été supprimé aussi, hein, le feu récompense à Argiésan. Il n'y a plus là. Il marche normalement? Oui, là-bas, il marche normalement maintenant. Encore.
On va sur Et je crois que ça coûte très cher, hein, les feux à gérer. Et déjà, le surcoût pour installer des feux, c'est déjà. Direction Un feu, je crois que c'est 40 000 euros. 45 000, 40 ou 45 000. Forcément. Forcément, il y a de l'entretien. Maintenant, c'est un feu rouge ou un feu. Mais Avant, il fallait passer lentement. on va se renseigner, on enverra ça en même temps que le dossier. Maintenant, quand je passe Il au... faut quand même. On vous tient au courant. Il est plus gentil. Non, il est moins pénible. Donc en réalité, C'est pas vous avez systématiquement ici le montant des travaux. Ah oui. Parce que bon, représenter les travaux, si on fait le plateau plus l'écluse, grosso modo, ça nous fait 35 000 TTC plus la maîtrise d'œuvre, ça nous fait 40 000. Si on fait le carrefour, les feux et les plateaux, vous avez la présentation qui vient de vous être faite, et on a 40 000 euros de moins si on ne fait que le giratoire. Après, ce qui m'a choqué dans la chicane, c'est qu'il y a une jolie piste cyclable, mais elle s'arrête en plein milieu du carrefour. Et après, vous avez le flux des voitures qui arrivent en face, qui sont dans la chicane. Et donc, une chicane, ça a comme principe, c'est que les voitures accélèrent. Parce que quand elles voient qu'elles ont le champ libre, elles ont tendance à accélérer. Oui, elles se mettent au milieu et puis elles partent. Elles se mettent au milieu et elles foncent. Donc, c'est vrai que ça, c'est un problème des chicanes. Après, la piste cyclable, elle me paraît dangereuse à cet endroit-là. Il vaut peut-être mieux pas en mettre si... Je pense que la piste cyclable, la RD 47 n'est pas vraiment une voie appropriée. Il n'y a pas de piste cyclable. Donc dans l'esprit, il vaut mieux de voir un autre cheminement cyclable. Oui, d'accord. La 47. C'est super. Chaussidou, ça existe. Hein. Ouais. Mais ça, c'est très bien. Sur le pont. C'est pas mal. Sur une C'est très RD bien. 47. Ça existe sur les RD. Ouais, ça existe sur des... Je sais qu'ils ont fait ça au fond, mais je ne suis pas sûr que J'en ai vu à Betoncourt aussi qui est pas mal. Ouais. Vieux La Chamon, chicane. Grand Chamon aussi. La chicane à chaud, Quand on va- vous ne pouvez pas vous mettre au milieu et puis accélérer. Non, non, c'est impossible là-bas. Là, Elle est très chicanée. Hein. mais là, celle-là, elle est pareille, c'est le même principe. On ne peut pas se mettre au milieu et On ne peut pas se mettre au milieu. Sauf qu'à chaud, la route est beaucoup plus large, donc ils ont eu un dispositif qui est bien plus conséquent sur l'entrée de chaud que ce qu'on a là. Nous, on est sur la RD, donc on est obligé de maintenir, dans le cadre de la RD, une circulation qui soit possible, notamment pour les véhicules de pompiers et les bus. Oui, ils ont un choix, Donc, ils ont- on ne peut pas serrer les chicanes. Il y avait eu peut y avoir des- certains patelins où il y a vraiment de Il y avait eu des essais. On n'a pas plus qui passent à cet endroit-là. Ils sont interdits les bus sur cette zone-là. C'est interdit. Les bus sont interdits. Et les camions aussi, les poids lourds aussi, sauf qu'il y a toujours des poids lourds. Sauf que le transit doit être autorisé, je pense. Oui. Parce que quand vous livrez des livraisons, Transit est donc il y a quand même autorisé. des camions. Voilà. Ouais. Nous, on a le même problème. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Donc là, ça vous permettra à tout le monde de réfléchir sur les trois situations. On vous renverra le dossier, puis je pense qu'on fera une petite réunion parce que ça fait partie quand même des Vous aviez dossiers. fait des essais, non, avec les chicanes? Non, je me souviens plus. Non, Non. on n'a Pour pas fait l'instant, non. les essais. Le retour qu'on a, le seul retour qu'on a sur les chicanes, c'est même pas des chicanes, Parce que les chicanes, c'est facile de faire des essais, donc on peut voir. Il suffit de mettre sur la rue, c'est sur la rue Minet. On met des... Et puis là, je ne suis pas sûr qu'effectivement le problème de la chicane, on a tendance, s'il n'y a personne en face, à avoir une accélération pour passer plus vite les deux postes. Sur la rue Donc Minet. on en discutera. Que la chicane, c'est facile de faire un essai. Et on voit tout de suite si ça marche ou si ça marche pas. Le réaménagement là-bas du rond-point, il date de quand? Parce que je me rappelle qu'avant c'était pas comme ça, mais dans ma tête c'est pas clair. L'aménagement, je sais pas, il y a 15, 15, entre 15 et 20 ans. Ça veut dire qu'il y a 15 ans, il y a un cabinet d'études qui a fait des belles études pour dire on Il y a va 20 ans, sécuriser il y a ce 20 ans, il y a un cabinet d'études qui a fait l'étude pour le rond-point du Super U. Voilà. Et aujourd'hui, Et ben on aujourd'hui, on se rend recommence. compte que la circulation, elle n'est Après, la pas si philosophie était facile. peut-être pas la même, parce qu'à une époque, c'était tout la voiture pour on veut faciliter la voiture. Faciliter le Faciliter la transit. voiture. Ouais, peut-être mais que maintenant, on là a je plus crois le pas. même esprit. Je crois pas que l'idée ce soit de pas faciliter la voiture. Non, mais après, c'est l'emprise qu'ils avaient par rapport à. On est sur des terrains privés autour. Donc, ils voulaient peut-être pas à l'époque non plus. Et puis la déviation de la circulation, elle aurait été bien sur la partie droite en descendant. Or, la partie droite, elle est largement en contrebas et en zone inondable. Donc le carrefour, il a été fait dans les limites du domaine communal. Et c'est vrai que dans un cas comme celui-là, le fait d'avoir fait une ligne droite depuis la sortie de la ville
depuis la descente jusqu'à la sortie de la ville, c'était pas une bonne solution parce que c'était systématiquement une accélération depuis le haut pour Mais il y a 15-20 ans, c'était autorisé, ce système de cette configuration de rond-point. Aujourd'hui, c'est interdit. On n'a pas le droit de refaire des ronds-points comme ça. C'est avec une ligne droite. Non, parce que c'est interdit maintenant. Parce que en fait, ce projet-là, il est arrivé comment sur la table? Comment en discutant avec les usagers, les riverains, on leur a présenté le premier projet, c'était pas terrible. Non, mais pourquoi il y a eu un projet, quoi? Pourquoi on a commencé à réfléchir à ce truc? Parce que je pense que déjà à l'époque, il roulait vite dans l'entrée de la commune. Oui, puis on a, moi pour y passer régulièrement, même quand on est engagé dans le rond-point, il y a encore des gens qui vous coupent la route en allant tout droit. C'est qu'il y a une sensation. Il y a une aspiration. Voilà, les gens qui sont sur la rue de l'Âtre, ils sont heureux d'y être et pour eux c'est tout droit. Donc on a vraiment une sensation, les gens ont vraiment une sensation qu'ils comprennent même pas qu'on soit dans le rond-point. Non, mais ce que je veux dire, ce sont les riverains qui ont dit nous ça va pas. Oui, je pense, et puis les usagers. Ben, les riverains, tous les riverains qui sont depuis le sommet de la côte jusqu'en bas, quand ils sortent de chez eux, ne traversent pas la route. Ils font du. Ils ne traversent pas la route. Ils descendent au rond-point, ils font le tour du rond-point pour pouvoir repartir sur le village. Parce que ça roule beaucoup trop vite. Donc leur volonté à eux, c'est au moins sur la partie haute d'avoir la sécurisation pour pouvoir avoir les sorties des maisons qui soient à peu près sécurisées, plus éventuellement un transfert de population d'un côté à l'autre avec un passage côté. Pour la partie basse, au niveau de l'écluse, ils sont moins intéressés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la sécurité est assurée sur la partie haute, sur la partie basse, on rencontre le problème de la rue Vinet. La descente de la rue Vinet avec les priorités qui ne sont pas respectées. Voilà. Et tous ceux qui descendent de l'RD 47 depuis le village, ils enquillent le rond-point sans se préoccuper de savoir s'il y a quelqu'un qui arrive de la rue Vinet. Donc ça, c'est aussi un problème à résoudre. Donc là, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de rester sur cette de rester sur ce plan de financement, sur cette observation, et on fera une réunion pour choisir. Donc le plan de financement, il est parti sur la solution la plus chère, et je pense qu'on fera une réunion avant le budget pour déterminer la solution qui sera la mieux adaptée. Et peut-être qu'entre-temps, on peut faire un essai avec les écluses, mais j'ai peur que ce ne soit pas aussi fructueux que le changement du rond-point. Et vous pensez qu'on aura de la DETR? Parce que vu le problème, c'est que la DETR, pour le moment, le budget de l'État n'est pas voté, donc on ne sait pas combien ils vont pouvoir attribuer sur ces fonds-là. Savoir si ça va être une de leurs priorités, j'en suis pas persuadé, parce que là, pour le moment, ils sont en train de réduire les budgets partout, donc ils vont rester sur le budget économie d'énergie et puis thermique. Donc je ne sais pas si on aura quelque chose. La dernière réunion qu'on a fait, c'était grosso modo les crédits DETR qui sont engagés, l'État est obligé de les payer, mais il ne dit pas quand. Et pour les nouveaux projets, pas sûr. Oui, le seul problème des nouveaux projets, c'est que la demande de subvention est à déposer pour le 31. Donc on ne sait pas si effectivement ce sera pris en compte, mais si on ne dépose pas, on n'a rien du tout. Bien sûr, ça faut le déposer. Voilà. Mais il ne faut pas s'engager si on n'a pas les subventions. Là, pour le moment, surtout sur un dossier comme celui-là, on ne va pas s'engager avant de savoir sur quel pied danser. Mais il y a quand même un problème de sécurité à résoudre. Voilà. Alors ça pourrait se faire, je ne sais pas, si la subvention n'est pas accordée, ça peut se faire en deux phases, avec le plateau, avec la réalisation du plateau, surtout si le département refait la route jusqu'à l'échelle, enfin jusqu'à l'antenne, et puis voir éventuellement avec le département, si nous on s'arrête après le plateau, qu'il s'arrête là, et puis qu'il fasse la deuxième partie à un autre moment. Mais là, de toute façon, on ne mettra pas 190 000 €, on ne pourra pas mettre 190 000 €. Le département, le plateau, il est d'accord. Le plateau de département, de toutes les façons, c'est pas lui qui s'en occupe alors. Oui, d'accord, mais c'est eux qui l'ont proposé. D'accord. Donc ils étaient d'accord dans la proposition, il y a eu une réunion avec le département, BEJ et la mairie, pour savoir quels étaient les dispositifs qui étaient susceptibles d'être pris en compte tenu de la circulation et du caractère départemental de la route. Parce que le plateau qui est un peu plus haut resterait celui qui est derrière l'école là. Oui. Donc ça fait que le plateau
pensez qu'il On a celui de l'école, on a celui de la mairie, enfin celui du monument aux morts qui est beaucoup plus conséquent. Après, on a les deux descentes, on aura un deuxième ralentissement sur la partie haute au moment de la redescente sur Bavilliers. Donc il est demandé au conseil municipal d'adopter l'opération de travaux d'aménagement de sécurité sur la rue de la Tassigny, d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération et de m'autoriser à solliciter les subventions, à signer les documents relatifs à cette opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc là, de toute façon, ça ne vaut pas travaux. Vente de gré à gré d'un bien immobilier. On a un berlingot aux ateliers qui ne roule plus depuis un an qu'il est à l'arrêt, donc on a décidé de le vendre. Sa valeur d'achat en 2004 était de 10 056 €. Et donc on a l'intention de le mettre sur Agorastore, donc c'est un site de vente aux enchères, en ligne pour les matériels d'occasion. Pour ce type de bien, au niveau des organismes publics et des mairies, c'est généralement par ce biais-là que les ventes se font. C'est un matériel pour pièces détachées, parce qu'il est non blanc. Voilà. C'est plus pour dire qu'il reste plus sur le service technique, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc la vente de gré à gré et la diffusion d'annonces locales sont légales, sous réserve que le prix de vente ne soit pas inférieur à la valeur réelle du bien. Ce mécanisme de vente en ligne permet l'émission de propositions concurrentes d'achat d'un bien. Il vous est donc demandé de décider l'aliénation de gré à gré de ce bien mobilier jusqu'à 4 600 €. On connaît la valeur réelle du bien? C'est aux enchères. C'est aux enchères. C'est bien, de toute façon, Comme les pièces, 100 balles, ça vous sert pas 500 €. Quoi. Et qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Donc, quelques informations. Comme je vous l'ai dit au moment de la cérémonie des vœux, vous savez que le Camp Belfort, on a une enveloppe d'aide aux communes de 200 000 €. Sur cette enveloppe, il nous reste 155 000 €, puisqu'on a dépensé les deux seules subventions qu'on a fait dans le cadre de l'aide aux communes, c'est la toiture du multi-accueil et des 3 pommes, qui ont été subventionnés à 50% sur ce dossier-là. Donc il nous restera 155 000 € qui avaient été plus ou moins épargnés pour le dossier scolaire. Donc il faudra qu'il soit consommé cette année ou l'année prochaine, début de l'année prochaine. Là, on a eu un retour du tribunal de Nancy. Vous savez qu'on est à l'heure actuelle dans le cadre de l'urbanisme avec la zone des grelots. Le rapporteur public a l'air, dans son rapport, a donné tort à la commune, en disant que le process qui avait été mis en place de modification simplifiée du PLU n'était pas bon sur le fond. Donc on va attendre la décision du tribunal, et je pense qu'il faudra après qu'on fasse une réunion pareille du conseil municipal pour décider quelle sera la solution qu'on va adopter, soit poursuivre juridiquement, soit modifier le PLU, soit accepter la décision judiciaire. Donc je pense qu'au moment du compte-rendu ou la décision du tribunal de Nancy, on fera également une réunion du conseil municipal. Et puis la dernière information, c'est, vous l'avez vu, la pouponnière du département, où effectivement, dans le cadre de ce dossier, il y a eu un gros appel d'offres qui a été fait. Ils ont eu 27 réponses de cabinets d'architectes pour la pouponnière. Il y en a 23 qui étaient recevables. Je n'ai pas eu le résultat des 3 qui avaient été choisis pour le projet définitif d'architecture. Voilà. C'est confidentiel le compte rendu du rapporteur ou on peut l'avoir pour le grelot? Il n'y a pas de... On peut non? Non, on n'a pas. C'est juste une information. Ah, c'est Madame Suissa qui nous a juste dit que le rapporteur... On n'a pas le compte rendu du rapporteur, on a simplement le compte rendu de notre avocat qui nous a dit que le rapporteur avait émis un avis défavorable. Ou du moins, pas forcément défavorable, mais qu'il était
sur le fond plutôt d'accord avec les avocats de M. Herzog pour dire que le process qui avait été mis en place avec la modification simplifiée n'était pas le bon dans ce cadre-là, notamment dans le cadre du PADD et dans le cadre du SCOT. Donc il faudra qu'on revalide ce dossier et qu'on revoie les trois solutions qui nous sont proposées à ce moment-là, en sachant qu'on se retrouvera peut-être confronté avec un petit problème de conflit d'intérêts, puisque M. Herzog est président du SCOT et de la UTB, il sera partie prenante des deux dossiers. Donc je pense qu'on aura... on en rediscutera. Et de toutes les façons, dans un cas comme celui-là, même si, quelle que soit la décision qui sera prise, on va se retrouver confronté à un problème de viabilisation du lotissement. Parce que l'étude qui avait été faite en 2018, on arrivait grosso modo à 380 000 € de travaux pour amener les commodités jusqu'à l'entrée du lotissement, et ça représentait autant que la taxe d'aménagement à 15% qui était prévue. Donc je pense que quelle que soit la décision, il faudra qu'on décide aussi de la façon dont ça se passe. Je peux la faire. S'il y a des questions, le public non plus. Donc le conseil municipal est terminé. J'ai le plaisir d'offrir la parole à nos deux représentants du département qui vont peut-être se présenter. Bienvenue à eux. Je vous en prie. Merci. Merci, bonsoir à tous. Alors on a souhaité vous rencontrer ce soir pour nous présenter, puisque je ne sais pas si vous avez suivi notre parcours. Nous avons été élus à 4 en 2021, donc 2 titulaires et 2 suppléants. Les 2 titulaires étaient Emmanuel Formet, maire de Danjoutin, et Marie-Dominique Beluche. Ce qui avait été convenu dès le départ, c'est qu'à mi-mandat, les 2 titulaires démissionneraient et les 2 suppléants prendraient les places des titulaires. Apparemment, c'est une première en France, ça ne se fait pas. Pour ma part, j'avais accepté de me présenter justement parce qu'il y avait cette condition. Autrement, ça fait un mandat de 7 ans, c'est quand même assez lourd. Je suis par ailleurs première adjointe à Danjoutin, donc pour moi ça faisait trop. 3 ans et demi, c'est très bien. Ça nous a permis de travailler avec les 2 titulaires sur les dossiers, d'être présents dans le public et voir comment ça se passait. Donc là, nous sommes en poste de titulaire depuis le 12 décembre, je crois. Depuis le 12 décembre. 12 décembre, c'est ça. Et donc nous sommes au courant déjà, on n'arrive pas tout novice, c'est un gros avantage. On connaît quand même les dossiers. Nous ne sommes pas dans la majorité, ça c'est pas tout à fait confortable et facile. Nous apportons nous sommes constructifs, nous apportons nos idées. Et pour SR, donc vous faites partie du canton de Bavilliers, pour SR, notre but c'est d'être des relais, de vous soutenir bien entendu. On a déjà eu l'occasion de nous rencontrer, une commune dynamique, créatrice. Donc voilà, vous pouvez compter sur nous. Et je passe la parole à Léo, qui est le plus jeune conseiller départemental de France. Il faut quand même le souligner. Oui, apparemment c'est un privilège qu'on perd assez vite. Merci à tous pour votre invitation. Vous me connaissez peut-être, enfin s'il y a des visages connus autour de la table, mais pour d'autres c'est une première rencontre. Donc Léo Prassel, je suis habitant de Bavilliers. J'ai tout fraîchement terminé mes études à Sciences Po et je travaille dans l'associatif, dans le domaine social, médico-social et sanitaire. Je suis par ailleurs président d'Intermed ADEL, une structure d'insertion professionnelle. Et donc tout fraîchement conseiller départemental du canton de Bavilliers, le plus jeune de France paraît-il. Mais au-delà de l'anecdote, je trouve ça c'est un fait important parce que je représente ici aussi une génération de personnes qui ont grandi dans des conditions totalement différentes des générations précédentes
et dont la capacité à prospérer à l'avenir est aussi entachée par de nombreuses composantes économiques, écologiques et politiques. Sur ce point, j'ai bien apprécié, Monsieur le maire, votre introduction lors de la cérémonie des vœux, et je partage tout un tas de constats avec vous. Pour faire court, on a l'impression aujourd'hui que malgré un univers des possibles avec le développement technologique, etc., on a quand même un monde qui est de plus en plus atrophié, avec on parlait des restrictions budgétaires, du repli sur soi, de la défiance qui monte de plus en plus vis-à-vis des autres, vis-à-vis des politiques aussi. Et je pense que là-dessus, on a vraiment un rôle à jouer en tant qu'élu de proximité. On a fait campagne avec un slogan qui était le suivant, pour que naisse la confiance, et je pense que c'est pas anodin. Et nous, on s'est rendu compte que pour que naisse la confiance, il y avait non seulement ce qu'on disait, ce qu'on portait, mais ce qu'on faisait. Les pratiques étaient aussi importantes que les mots. Et donc le fait de faire des promesses, comme on en a fait au moment de la campagne, c'est-à-dire de faire de la politique autrement, de démissionner à mi-mandat pour laisser les suppléants prendre la place, et de tenir cette promesse, je pense que c'est aussi un moyen de redonner la confiance aux citoyens. Donc les élus ont leur part à prendre. Il y a des gens qui le font depuis un moment, de faire vivre le vivre ensemble au sein des communes. C'est les bénévoles, les associations, donc on aura le plaisir de se rapprocher des associations essertoises pour le VDAL. Vous avez fait des demandes, je pense qu'il y a des responsables associatifs autour de la table, vous avez fait des demandes en ce sens. On a une enveloppe à distribuer, donc on se rapprochera de vous là-dessus. Bref, que vous dire d'autre, si ce n'est que je suis très content d'être conseiller départemental du canton de Bavilliers, très content d'être à votre disposition aussi pour discuter des sujets de la commune, des sujets du canton plus globalement. On a un vrai enjeu à travailler à l'échelle cantonale. Monsieur Roto, vous le faisiez remarquer tout à l'heure par rapport à l'histoire d'aménagement du carrefour. Penser ces aménagements du point de vue cantonal est aussi important. Le penser avec Bavilliers, le penser quand Bavilliers fait des aménagements du canton d'Anjoutin. Essayer d'avoir cette cohérence globale est également importante. Voilà. Donc on pourra peut-être être force de proposition, d'impulsion sur ces sujets-là. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à nos deux conseillers départementaux? Non. Parfait. Juste une petite précision là, en ce qui concerne notre passerelle. Donc là, pour le moment, le FEDER a l'air de dire qu'il faudrait qu'on fasse un remblai pour que notre pente ne soit pas redescende à 5%. Donc on vous tiendra au courant des pérégrinations ultérieures, soit en coût, soit en termes d'abandon de la subvention, si on arrive à des coûts qui sont hors de proportion, puisqu'il faudrait qu'on remonte le niveau de pratiquement 1,20 m pour réussir à avoir une pente de 5% sur ce secteur-là. Donc je pense qu'on en rediscutera. Je vous... Oui, oui, tout à l'heure vous êtes passé un peu vite. Oui, tout à l'heure vous avez passé très vite la parole. J'avais un commentaire concernant le réaménagement de la rue de l'Arc de Tassigny. J'ai vu que vous n'avez pas encore pris en compte les aménagements vélos. Donc il faudrait poser la question de manière explicite au bureau d'études, qui doivent prendre en compte la loi LOM, qui est une obligation quand il y a une rénovation comme ça majeure d'une voie, et autant le faire de manière cohérente avec la jonction entre Esser et Bavilliers. On pourra le prendre en compte uniquement sur la partie réaménagement, pas sur le reste, parce qu'on n'a pas la largeur suffisante de voirie pour faire des aménagements spéciaux cycle. C'est ça qu'il faut voir, parce que pour moi c'est tout à fait possible. On a une réglementation qui impose 6 mètres de large, enfin 2 fois 3 mètres, donc 6 mètres de large une voie, et on a des endroits où on est à peine à 6 mètres. C'est ça qu'il faut voir, parce qu'en fait, si on veut réduire la vitesse des voitures, il n'y a qu'une solution, c'est de réduire au minimum la largeur. Je pense pas. Oui, il y a des solutions de chaussée.
et voir, donc travailler avec le département pour que justement, les vieilles habitudes, c'est-à-dire c'est pas possible, comme ça on fait du copier-coller et on reconduit. Mais là, comme en plus il y aura le département va rénover aussi la voie principale. C'est vraiment l'occasion de travailler département commune pour faire une solution. C'est l'occasion pour vous de demander à nos conseillers départementaux de bien vouloir élargir un tout petit peu la route pour faire une piste cyclable. Ou la faire à côté, la faire indépendante de la route. Je suis tout à fait d'accord avec ça et j'irai même plus loin en vous disant qu'il y a un vrai enjeu de sécurité sur tout le tronçon entre Essert et Bavilliers, dont l'enrobée a été refaite l'année dernière, si je ne m'abuse, 2023, il y a 2 ans. Mais il n'y a pas eu de considération de prise en compte des questions de sécurisation de cette voie-là, et le nombre d'accidents est assez élevé sur cette portion, donc monsieur le maire, si vous voulez porter avec moi cette voie-là, on le fera avec plaisir. Il y a beaucoup d'accidents de rétroviseurs, je suis d'accord. Mais pas que. Non, mais il y a eu un accident mortel sur cette portion. Et je pense que les limitations ou les précautions d'usage dans une conduite sensée ne sont pas toujours respectées sur ce secteur-là. Et c'est vrai qu'il est accidentogène, de par son parcours et de par son étroitesse sur un certain nombre de secteurs, notamment en ce qui concerne les ponts qui ne donnent pas l'impression quand on y arrive qu'on va tous passer en même temps. Du moins les 2 voitures vont se croiser. Mais à mon avis, sur une voie comme celle-ci, si vous voulez faire un aménagement cyclable, vous n'avez pas d'autre solution que de faire une voie parallèle, de faire une voie complètement sécurisée, parce que vous ne pourrez pas mettre les vélos sur la route à la vitesse où ça roule. Après, il y a la coulée verte qui fait Essert-Bavilliers, qui est extrêmement sécurisée. Ouais, mais la coulée verte, je ne comprends pas l'intérêt d'en faire une dangereuse à côté. Non, la coulée verte n'est absolument pas adaptée. Quand on va aller du centre d'Essert au centre de Bavilliers, les vélos, ils sont comme les voitures, ils veulent aller sur le chemin le plus droit. Donc là, de demander aux vélos de remonter à la coulée verte, de redescendre, pour ceux qui font du vélo quotidiennement, vous diront non, c'est absolument pas une solution. Elle est extrêmement sécurisée. Non, mais elle est sécurisée, mais elle n'est pas adaptée. Mais on sait que quand on utilise le vélo, moi je l'utilise aussi régulièrement pour aller travailler, on fait forcément des détours. On n'a pas le même trajet que quand on est en voiture. Si on veut rester sur des pistes cyclables, voilà, c'est la contrepartie, c'est sécuriser son. Oui, mais si on veut que le vélo soit, demain, davantage utilisé, il faut enlever ses freins, justement, d'être obligé de faire des détours pour rester en zone sécurisée. Je sais qu'il y a des gens qui se déplacent avec les enfants. Moi, je n'irai jamais à mes enfants et j'irai jamais sur cette route-là. Moi non plus, mais j'espère que dans 15 ou 20 ans, nos petits-enfants pourront emprunter une bande cyclable ou une piste cyclable entre les deux. La seule façon qu'on aurait de rejoindre Bavilliers, c'est le chemin qui est juste un petit peu au-dessus, qui va rejoindre directement sur la partie haute, là derrière au-dessus du Super U. Mais à mon avis, la RD 47, à moins de prendre un emplacement spécifique de l'autre côté de l'anneau, pour avoir effectivement une circulation vélo unique, autrement on n'arrivera pas à sécuriser cette voie. Ça peut être une excellente solution. Le département, quand ils ont fait la route, avait fait le choix justement de ne pas l'élargir pour ne pas avoir une accélération de la circulation. Donc ça veut dire que l'accélération de la circulation, si on ne l'avait pas, il faut que la voie reste comme ça. Si on veut la sécuriser vélo, il va falloir qu'on fasse une voie à côté. Donc il n'y a rien qui empêcherait dans le massif forestier du côté droit d'aller faire... Il faut réfléchir à l'inverse. La route est prioritaire pour les vélos et les voitures ralentissent pour laisser la place aux vélos. C'est le principe de la chaussée. Oui, mais sur une zone extérieure, la chaussée qui est faite au fond, elle a intramuros, puisqu'elle est à l'intérieur de la ville. Là, on se retrouve dans des circulations où la limitation est à 70, je ne suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup à 70. Mais s'il y a des solutions qui sont proposées... Non, mais d'ailleurs, c'est peut-être ça qui peut être mis en cause. C'est une route départementale. Est-ce qu'elle a encore du sens de rester à 70 dans cette zone-là? C'est une zone, je dirais, c'est quasiment... c'est entre 2 cœurs de village. Pourquoi j'irais s'autoriser à rouler à 70 dans cette zone-là? C'est peut-être quelque chose c'est peut-être la réflexion qu'il faut se poser. C'est parce que vous roulez à vélo, monsieur Morelli. Non, je suis aussi en voiture de temps en temps. Mais c'est compliqué, mais je suis bien d'accord. Il ne faut pas rouler à 70 sur cette route-là parce qu'il faut faire attention aux sangliers. J'en ai pas vu passer, j'en ai vu passer. Ah, moi j'en ai jamais vu sur cette route. Ah oui. En plus, on a le casse-route. Ouais. Bien. Oui. Pendant qu'on parle piste cyclable, sur la coulée verte,
qui relie justement Essert à Babillier, il y a énormément de piétons sur la piste cyclable, alors qu'il y a un côté du canal, l'académie piste cyclable, et un côté du canal pour les piétons qui... Oui, mais quand ils sont du côté gauche, ils salissent les chaussures. Et quand il pleut, de l'autre côté, il y a plein d'ornières. Mais si on veut inciter davantage de gens à prendre leur vélo et à faire des petits trajets comme ça en vélo, si on est embêté tout le temps sur la piste cyclable parce qu'il y a papy-mamie qui poignent leur chien, voilà, il y a peut-être une information aussi, une campagne d'information. Effectivement, il y a la signalétique qui est améliorée pour que les gens, naturellement, et puis côté piéton, peut-être remettre effectivement une légère couche de macadam pour pas qu'il y ait de flaques d'eau. Côté piéton, il y a quelque chose à refaire, parce que côté piéton, c'est la vache. Après, moi je vais vous dire, j'ai jamais vu personne. Je pense qu'il faudrait, sur ces chemins-là, moi je trouve que moi les piétons ça me dérange pas. La seule chose c'est qu'il faudrait éduquer les piétons sur les pistes cyclables, enfin sur les espaces partagés, à rouler, à marcher à droite. Voilà, toujours à droite, parce qu'un vélo qui arrive derrière un piéton, il peut ralentir, il n'est pas obligé de poser le pied à terre, il attend que le flux en face arrive, et après il passe. Mais quand les gens vous arrivent dessus, en plus quand ils ont des chiens, qui ne regardent pas, les attacher. Mais c'est vrai que s'il y avait des panneaux simplement disant piéton, marcher à droite, ça solutionne beaucoup les choses. Moi, je sais que tous les embêtements viennent des gens qui vous arrivent en face, que ce soit les coureurs à pied. Ça, c'est une bonne remarque, parce qu'en tant que piéton, je me demande toujours si je dois, sur un espace partagé... Sur des espaces partagés, pour les vélos, il vaut mieux que vous rouliez dans le même sens que vous marchiez dans le même sens que les vélos. Je me dis, si je marche à gauche, en me disant comme ça, je vois le vélo arriver, je peux m'écarter. Je l'apprends. Non mais sérieux, parce que je veux dire, parce que dans ma tête, quand je suis piéton et que je suis sur une voie où il y a des voitures, je pars à gauche. On a appris toujours à voir ce qui vous arrive en face. Voilà. Ouais. Mais en fait, quand on est cycliste, le danger vient derrière, oui. Voilà, on sait s'arrêter, on sait accompagner un piéton, parce qu'on peut rouler à 5 à l'heure sans mettre le pied à terre. Et après, une fois que la personne vous a passé, vous n'avez plus d'obstacle, vous dépassez le piéton et il n'y a pas de problème. Non mais Mathieu, ce que tu dis là, c'est la première fois que je l'entends. Ouais, mais donc moi, parce ça que veut je le bien dis tout dire le temps, que donc, le message il n'est pas clair ou pas... Non mais parce que... Non mais c'est pareil, il y a des piétons qui se déplacent là quand il fait nuit, sur la coulée verte et ils sont même pas éclairés. Donc quand on arrive en vélo, c'est pareil, c'est à la dernière minute qu'on les voit. Il faut mettre de l'éclairage. Et les moteurs? Oui, les motos c'est autre chose. Notre journaliste a une petite question à nous poser. Si je peux me permettre, ce serait bien que les vélos aient des sonnettes aussi. Oui, tout à fait. C'est obligatoire. Et de l'éclairage. Et de l'éclairage. En Et des habits. Et des habits corrects. Voilà, il y a les joggers avec les Et par rapport à ce que tu as dit, Caroline, c'est la première fois que j'entends dire qu'il y a un passage piéton de l'autre côté. Comment? Non, mais attendez, ça fait depuis 2008 que je suis là, je marche toujours sur la voie cycliste, quoi. Parce que jamais il me serait venu à l'idée d'aller de l'autre côté. Mais il n'y a pas de signalité. T'es pas le seul, hein. 90% des gens... 95% des gens, on est bien d'accord. Non, parce que là, je commence à m'inquiéter. Parce qu'il n'y a pas la signalétique qu'il faut pour... Mais non. Et c'est en état, c'est entretenu, c'est... Ah bon, Bon alors voilà, il n'y a pas de signalisation, c'est pas connu. Mais par contre, les cyclistes qui arrivent dans notre dos, on les éclaire pas. Non mais après, on peut faire un écart juste après ils ont des sonnettes, normalement. Normalement, parce que souvent... Je ne pensais pas que le débat serait aussi animé autour de la circulation des vélos. Mais ça devient de toute façon des voies importantes, c'est clair. Après c'est vrai que c'est compliqué, voilà. Les gens se promènent, c'est le dimanche, voilà, c'est... Le dimanche, il faut faire des vélos sur la faut aussi que les cyclistes ils comprennent, voilà, moi je suis cycliste. Si on veut faire de la vitesse, on ne va pas rouler là-dessus, quoi. Oui. On va sur les RD47. Et là, En vélo. Il faut pédaler vite, là. En tout cas, moi je déconseille la trottinette.
Ça, c'est clair. Encore un. Je vais pratiquer. Et un petit commentaire, elle a tenté à looping avec la trottinette, mais elle l'a raté. Bien. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous, merci à nos conseillers départementaux pour leur présence parmi nous ce soir. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.